Bonjour et bienvenue à cette troisième rencontre du mois du voyage qui a donc lieu pendant tout le mois de février et jusqu'au 12 mars. Après les deux premières rencontres avec les éditions Alary et Nicolas Tiestienne d'Orve pour son dictionnaire amoureux de Paris, aujourd'hui nous avons invité les éditions Transboréales à travers la personne d'Aymeric Fisset, l'éditeur, et auteur et spécialiste du voyage au long cours. Géraldine Dunbar, notamment auteure de Seul sur le Transsibérien, amoureuse de la Russie, je crois qu'on peut le dire, et Antoine Bertrandi, qui a fait un ouvrage sur le pèlerinage de Compostelle, qui s'appelle Vers Compostelle. Vous voyez tous les ouvrages ici. Et nous sommes très heureux de recevoir donc les éditions Transboréales, car en matière de récits de voyage, c'est un éditeur qui produit des livres très intéressants, très beaux, très en réflexion sur ce que c'est que le voyage. Et je me tourne vers vous directement, Monsieur Fisset. Bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment sont nées les éditions Transboréales et dans quel esprit? Alors pour faire court, rentré d'Alaska en 91, j'ai écrit mon premier récit qui devait paraître chez Robert Laffont. Et j'ai mis 2 ans à l'écrire parce que j'avais des problèmes aux yeux, parce que j'étais reparti en voyage. Et lorsque j'ai fini d'écrire le récit, les éditions Laffont m'avaient un peu oublié, donc j'ai pris le parti de publier moi-même mon livre. Ensuite, j'ai fait un livre chez Flammarion, et en 1997, peu satisfait de ma collaboration avec Flammarion, j'ai décidé de créer la maison d'édition Transboréale. Les premiers titres ont paru en 1998, en faisant appel à des amis auteurs, voyageurs. On a commencé avec 2 collections, une collection d'albums photographiques et une collection de récits de voyage, Sillage. Aujourd'hui, cette collection de récits de voyage comporte 40 titres. C'est un peu notre collection phare. La collection d'albums photographiques est un peu oubliée. Et il y a aussi 2 autres collections phares. Une collection de semi-poche, comme ceci, dont le titre Bon baiser du Baïkal, des nouvelles de Sibérie, de Géraldine Dunbar, ou alors Vers Compostelle, d'Antoine Bertrandi, vous l'avez montré. Et puis une petite collection qui comporte aussi 40 titres, qui est la collection Petite philosophie du voyage, donc de réflexion sur le voyage. Et le thème de la maison d'édition, le point de départ de la maison d'édition qu'on a essayé de conserver pendant toutes ces années, c'est le voyage au long cours, c'est de trouver des personnes francophones, suisses, belges, du Québec ou bien sûr de France, qui ont vraiment mis toute leur âme à voyager dans un lieu, dans un pays, qui ont essayé d'en approfondir l'histoire, la géographie, l'ethnographie, les coutumes. Voilà, on essaie de s'écarter du carnet de bord. On n'est pas dans le récit anthropologique, mais on est un peu entre les deux. Voilà, des récits qui apportent une réflexion et un éclairage sur les régions traversées et des auteurs qui se sont investis dans leur voyage. Est-ce que vous inscrivez dans une tradition? Est-ce que vous avez des guides dans ce domaine? Alors moi, adolescent, j'étais influencé surtout par la lecture des contes et légendes de la mythologie grecque, finnoise, indienne. C'était ça mon centre d'intérêt. J'ai été aussi marqué par l'histoire des religions, notamment tout ce qu'a écrit Mircea Eliade. Donc, ce ne sont pas vraiment des guides pour le récit de voyage en lui-même. Ceci dit, effectivement, j'apprécie, et c'est le cas récemment, nous avons sorti un livre qui s'appelle L'âme du Gange, par Tanguy Gaulier, qui a marché du golfe du Bengale jusqu'aux 3 sources du Gange, où il y a beaucoup de références sur l'hindouisme. J'apprécie lorsqu'il y a des références aux grands textes mythiques, sacrés, à l'ethnographie, à l'anthropologie. Il y a l'idée d'une connivence avec le milieu naturel, humain, qui ressort beaucoup des titres de la collection. Voilà, beaucoup de nos auteurs, effectivement, ont voyagé à pied. Bon, c'était mon cas. On voyageait à la rame, à ski, en kayak, à l'aide de chiens de traîneau, en canoë, à cheval. Et parce qu'ils ont voulu s'impliquer dans la région qu'ils traversaient, ça leur a permis d'aborder peut-être avec un autre regard, un regard plus approfondi, plus attentif, les pays qu'ils ont visités. Et effectivement, ça engendre une connivence sans doute plus grande avec le monde naturel. Voilà, et une connivence aussi grande avec le milieu rural. Là, je suis en train de boucler cet après-midi la 3e édition du récit Sous les yourtes de Mongolie de Marc Allot, qui est mon collaborateur au sein de la maison d'édition. Marc Allot, à l'heure où je vous parle, est en train de se geler les pieds en Mongolie pour la 7e fois. Voilà, il passe l'hiver dans un campement très isolé en Mongolie, et dans son récit, il y a effectivement un grand nombre d'observations du symbolisme de la yourte, le rapport entre la steppe et la ville, le passage à l'économie de marché. Voilà, ce sont toutes ces choses-là qu'on apprécie. Il est vrai que
le voyage lent, le voyage au long cours, permet peut-être une meilleure observation de tous ces détails très importants de la vie d'un pays. Est-ce qu'il y a l'idée d'un contre-pied par rapport au monde d'aujourd'hui? Alors le contre-pied est peut-être pas sur ce plan. Je pense que le contre-pied, c'est de publier des auteurs qui sont partis visiter un pays parce qu'ils en avaient le désir intime. Ils ne sont pas partis parce qu'il y avait un billet sur des Griffes Tours. Ils ne sont pas partis parce que c'était la mode et qu'ils voulaient épater leurs copains. Généralement, ils ne sont pas partis de la place de l'Arc de Triomphe ou de la Tour Eiffel. Et au retour non plus, il n'y avait personne pour les attendre. C'est publier des personnes qui sont parties parce qu'elles avaient ça en elles, parce qu'enfants, elles en avaient rêvé de visiter telle ou telle région, parce qu'un grand-père leur en avait parlé, parce que dans le cas de Géraldine, très tôt, elle a appris le russe et elle a souhaité connaître la Russie jusqu'au bout, jusqu'à Vladivostok. Voilà, c'est ça le contre-pied. Les auteurs que nous publions, ce ne sont pas des gens qui sont partis parce qu'ils avaient un contrat d'édition, un contrat audiovisuel. Et de manière générale, sauf 2 livres, il n'y a jamais de préface dans nos livres, parce que nous estimons que s'il faut faire appel à quelqu'un de connu pour soutenir l'ouvrage, ce n'est pas bon signe. Voilà. C'est une forme d'indépendance que vous cherchez clairement, non? Disons, c'est une forme d'indépendance, mais qui a été très coûteuse, très difficile, parce que les 15 premières années de Transboréal ont quand même été difficiles, dans la mesure où j'ai publié des auteurs qui, parfois, n'étaient pas en France. Nous avons des auteurs qui vivent... bon, il y en a un qui est depuis 5 ans à Lima, il y a un couple qui est dans la Quebrada de Mahuaca en Argentine, un autre qui est dans une estancia en Patagonie, un autre qui est en Kirghizie, un autre qui est au Malouine. Donc, il est plus difficile de promouvoir des auteurs lorsqu'ils ne sont pas là. Et par ailleurs, la plupart de nos auteurs n'ont pas eu le souci de collecter des images sur eux. Ils n'ont pas voyagé avec un photographe, ou ils n'ont pas essayé de faire leur portrait avec des signes de victoire au passage d'école. Donc, il est évident qu'il est plus difficile de promouvoir ce genre d'auteurs, mais j'espère que la force de leur témoignage et la force de leur engagement, leur sincérité, permet que le livre s'impose. Est-ce que vous pouvez nous présenter les 2 auteurs qui sont ici présents? Alors, Géraldine Dunbar. Géraldine a beaucoup de nationalités en elle, puisqu'elle parle plusieurs langues. Elle a appris dès sa jeunesse le russe, mais elle a du sang anglais, donc elle parle très bien l'anglais, et puis d'autres langues. Géraldine a eu le goût d'apprendre très jeune le russe, je l'ai dit, et il se trouve qu'elle a pu séjourner à Moscou au plan professionnel, et pour conclure son séjour moscovite, elle a éprouvé le désir de gagner le bout de la Russie, donc Vladivostok, par le transsibérien, aller et retour dans toutes les classes du train, parce que si nous avons appelé le livre Seul sur le transsibérien, elle n'était pas seule dans le transsibérien, mais elle était seule sur la ligne du transsibérien, tout simplement parce que le transsibérien, c'est une ligne. On peut s'arrêter, on peut prendre les 3 classes du train, on peut repartir. Et elle a mis 4 mois pour faire ce voyage. Nous nous sommes rencontrés en 2005 et le livre est sorti en 2006. Il y a eu 3 éditions en grand format, il y a maintenant une édition en petit format. Voilà. Et Antoine Bertrandi, alors, est un pince sans rire, qui manie l'ironie, qui a fait beaucoup de radio, qui, il y a quelques années, 2-3 ans, a éprouvé le désir de faire une rupture dans sa vie. Alors, il a laissé sa jeune femme, son jeune enfant, et il est parti de Saint-Jean-Pied-de-Port pour marcher jusqu'à Compostelle. Et évidemment, il a mis son ironie au service de la route et de son écriture. Donc, il parle dans Vers Compostelle, drôle de rencontre, de tous les personnages attachants ou parfois pathétiques qu'il a rencontrés le long du chemin jusqu'à Compostelle. Et depuis, il a récidivé. J'espère qu'il ne récidivera pas trop parce qu'il a maintenant un 2e enfant. Et il a récidivé pour marcher jusqu'à Rome. Voilà. J'ai presque envie de rebondir en lisant un passage de votre Ivresse de la marche. Rebondissons. Rebondissons, puisque nous marchons. Sur le pèlerinage. Je ne pourrais pas vous le retrouver. Vous ne connaissez pas vos livres par cœur? Oui. Pour en finir avec l'idée du pèlerinage, notons qu'il est curieux de constater que la fréquentation des chemins de Compostelle par les pèlerins et les randonneurs, la renaissance du Trobreuse ou le développement relatif des départs pour Rome et Jérusalem s'accompagne d'une institutionnalisation des voies empruntées et des étapes, alors que la valeur de l'aventure pérégrine tient justement à l'inconnu que représente jour après jour le moment et le lieu du gîte et du couvert.
l'association d'anciens pèlerins hiérosolomitains qui propose aux marcheurs des adresses de sympathisants pour chacune de ces étapes n'en vient-elle pas à altérer l'idée même du pèlerinage ? De même que la création au début du XXe siècle des auberges de jeunesse pour favoriser le voyage des jeunes, on est finalement venu à les confiner entre eux dans les métropoles et ce faisant à les éloigner de la découverte même du pays où ils se trouvent au profit de la fréquentation de toutes les nationalités, hormis celle des autochtones. J'ai trouvé ça amusant et forcément, voilà. Comment, Antoine Bertrandi, pouvez-vous vous inscrire? Comment avez-vous inscrit un voyage vers Compostelle chez Transboréal? Écoutez, si j'avais lu ça avant de partir et avant d'écrire, évidemment, ça aurait pris une autre forme. Non, j'ai bien conscience que dans la catégorie des voyageurs au long cours, dont nous faisons partie, il y a la catégorie des imposteurs, dont je suis un représentant, voilà, espèce de pèlerin. C'est l'anti-aventurier, quoi. C'est l'anti-voyageur. J'ai pas visité l'Espagne. Moi, j'ai marché en Espagne, mais j'ai pas du tout visité l'Espagne. J'ai visité les pèlerins, en fait. J'ai visité ce monde, ce théâtre mouvant, avec qui se passe des choses très, très intenses entre les personnes. Mais effectivement, j'ai pas visité l'Espagne. On s'est rencontré avec Emeric, je lui ai tendu mon manuscrit, et je lui ai dit que j'avais écrit sur Compostelle, et il m'a dit, avec l'œil qui frisait, il m'a dit qu'à Compostelle, on les déteste. Voilà, du coup, du coup, ça partait très mal. Et voilà, c'est tellement mal que je suis encore là aujourd'hui. Et donc vous avez principalement mis en avant ce qu'on pourrait appeler donc la connivence avec le milieu humain des pèlerins. Oui, c'était pas un choix. En fait, moi, je suis parti à un moment dans mon existence où professionnellement, je faisais des choses qui m'embêtaient sérieusement. Avec ma femme, on essayait d'avoir un deuxième enfant qui venait pas, on se le reprochait sans se le dire, mais enfin, comme c'était un peu difficile. Et il y a un moment, j'ai eu un besoin de rupture. Et moi, j'ai lu pas mal de récits de voyage. Enfin, je n'ai pas lu pas mal de récits de voyage. J'ai lu quelques récits de voyage, mais des contemporains, quoi, des Tesson, des Poussin, des gens comme ça. Voilà, et je me demandais comment est-ce que ces gens ont le courage, justement, de cette espèce de flamme, cette brûlure pour aller partir au bout du monde avec dans un dénuement presque complet. Et pourquoi est-ce que moi, grand couillon, j'étais là à Paris, je repoussais mes envies de voyage, etc. Il y a un moment, c'était plus possible de repousser ces envies de voyage. Voilà, donc j'ai négocié avec ma femme un mois. Et dans mes choix de destination, Compostelle, c'était une destination presque par défaut. J'étais curieux de savoir ce que c'était qu'un pèlerinage, qu'est-ce que c'était que ce mystère, qu'est-ce que c'était que ce voyage qui attirait tant de récits, qui attirait tant d'émerveillements. On a tous un arrière-grand-oncle, une arrière-grand-tante qui est allée marcher jusqu'à Compostelle et qui en est revenu émerveillé. Mais qu'est-ce que c'est que ce pèlerinage? Et voilà, donc j'étais curieux de savoir ça, mais c'était aussi une solution de confort. Compostelle, c'est l'anti-aventure, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est, en tout cas en Espagne, ce que je connais, c'est toutes les 5 ou 10 kilomètres, il y a un village. Dans chaque village, il y a des endroits où on peut trouver un endroit où dormir et manger pour moins de 10 euros chaque jour, etc. Donc c'est l'anti-aventure. Donc c'était une manière de me faire un peu les jarrets sans prendre trop de risques. Voilà, j'ai une nature un peu frileuse, voilà, ce qui ne se dément pas depuis. Géraldine Bertrandi. Pas encore, non. Non, pas encore. Géraldine Dunbar. Pardon. Toutes mes excuses. Que dire Donc, à l'occasion de l'apparition en poche de votre bouquin Seul sur le Transsibérien, on le redécouvre. Et parlez-nous de ce voyage et d'où il vous vient, d'où vous est venue cette envie. Emeric nous en a un petit peu parlé. Comment est-ce que vous avez présenté ce texte et qu'est-ce que vous en avez retiré de ce voyage? Et si vous pouvez nous parler un peu du lac Baïkal aussi, parce que vous en parlez très bien. Alors, Seul sur le Transsibérien, c'est en fait un récit qui a une très belle histoire, puisque depuis toute petite, je rêvais de la Sibérie. Donc, j'ai grandi en Grande-Bretagne et dans les années 70-80, j'ai découvert la littérature russe, mais également la musique russe. Ma mère était une grande admiratrice de la culture russe.
Donc ça a commencé comme ça, et puis à travers également des récits de voyage, l'histoire aussi. J'étais fascinée par l'histoire de ce peuple qui a énormément souffert au XXe siècle. Et donc, ça n'a fait qu'accroître mon intérêt pour ce pays, l'immensité, bien sûr, de l'espace. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai fait une rencontre assez étonnante en 1994. J'avais une vingtaine d'années, j'étais à Moscou et j'ai rencontré Alexandre Solzhenitsyn à la gare Yaroslav. Et il revenait d'un voyage de 2 mois à travers la Sibérie après plus de 20 ans d'exil aux États-Unis. Et cette rencontre a été assez forte, bouleversante. Et il avait exprimé son grand bonheur, sa plénitude de retrouver son pays au bout de tant d'années et de retrouver les Russes. Et je pense qu'au-delà de cela, il exprimait également le bonheur de retrouver une certaine authenticité. Et cette authenticité, je crois que c'est ce que je cherchais depuis des années. Mais alors peut-être qu'on cherche tous de l'authenticité dans notre vie, mais c'est quelque chose qu'on oublie. Et un jour, voilà, ça nous tombe dessus et on a besoin de partir, de faire quelque chose pour retrouver cela. Et donc, l'envie de partir m'a obsédée pendant pas mal d'années. Et finalement, le rêve s'est réalisé 10 ans plus tard, en 2004. Voilà, j'ai acheté un guide de Lonely Planet à l'époque. C'était la première édition. Je m'étais dit que c'était un rêve, que j'allais pas y arriver. Mais bon, pourquoi pas? On ne sait jamais. Peut-être un jour, lorsque je serai retraitée, j'y arriverai. Et puis finalement, juste après avoir acheté le guide de Lonely Planet, j'ai fait une rencontre tout à fait étonnante sur le quai du métro Bastille à Paris. J'ai rencontré un Ukrainien qui m'a demandé si j'étais russe et j'ai dit non. Il m'a parlé en russe et j'ai dit c'est très étrange que je vous rencontre là parce que je viens d'acheter un guide sur le transsibérien, mais je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Et intimement, je me disais, si cet homme me dit que c'est dangereux et qu'il ne faut pas faire un tel voyage toute seule, pour une femme toute seule dans un pays aussi grand, je ne le ferai pas. Et en fait, contre toute attente, il m'a dit, si au bout de normal, tout va très bien se passer, allez-y. Bon, donc le destin russe m'a frappé dans le cœur de Paris. Et les 12 mois suivants, je les ai passés à lire des guides de voyage, à lire de la littérature et à préparer mon voyage. Voilà, pendant 1 an. Et je suis partie donc 1 an plus tard, en mai 2004. Donc 10 ans après la rencontre de Solzhenitsyn. Une belle histoire, très belle histoire. Je suis partie avec très peu de choses. Comme disait Émeric, l'essentiel... quand on part, c'est de partir avec un désir sincère, avec de la sincérité, et de faire table rase de ce qu'on a dans le présent. Une forme de dénuement. Exactement, une forme de dénuement. Donc je suis partie avec vraiment très très peu de choses. Et le plus important, c'est mon désir, en fait. Et c'est ce qu'on a tous en nous-mêmes, c'est le désir. Alors comment apprivoiser ce désir ? Qu'en faire? C'est un grand mystère. Mais je suis partie, pas de téléphone, j'étais injoignable. Et c'était merveilleux parce qu'en fait, on découvre une certaine ivresse quand on est en mouvement, alors que ce soit à pied ou en train ou à vélo. Et cette ivresse, elle est assez addictive, en fait. Et moi, je suis partie 4 mois, mais j'aurais pu partir 10 mois, 15 mois. Je pense que tout le monde pourrait le faire. Mm. Voyager en train, c'est comment? Dans C'est celui-ci, principalement. C'est un grand bonheur. On a l'impression d'être dans une deuxième maison, en fait, hein, sur des roues, puisque le Transsibérien est un train qui comporte de nombreux compartiments qui ressemblent à des chambres, en fait, avec des petits rideaux pittoresques. Dans chaque compartiment, une grande tablette pour accueillir de la nourriture, puisque les Russes aiment beaucoup mettre à profit leur nourriture, leurs biens sur ces tablettes, qui sont beaucoup plus grandes que celles de la SNCF. Les couchettes, les oreillers, enfin toute entre guillemets, la literie est très confortable. Donc c'est un peu comme une deuxième maison. On a l'impression d'être chez soi. Voilà, c'est ça. Et en fait, lorsqu'on rentre dans le Transsibérien, la première chose qu'on fait,
c'est de se mettre à l'aise, de mettre des tapeczki, des chaussons, de se dévêtir, et puis on sort ses livres, ses carnets, et on parle, on communique avec les autres. Chose qui n'est pas facile aujourd'hui dans les trains en France. Là-bas, c'est encore très facile. Vous voulez dire que le train pousse à la communication ou... Le train pousse à la communication, tout à fait. Et en fait, les contrôleurs et les contrôleuses qui travaillent dans le transsibérien, qu'on appelle les pravodniki ou les pravodnitsa, sont habitués à apporter non seulement le thé, les provisions aux voyageurs, la literie, mais également à échanger avec les voyageurs sur les choses de la vie. Donc, ils sont en quelque sorte les psychanalystes du train. Il y en a 2 par wagon, ce qui est assez pratique. Et ils sont là pour vous écouter, pour parler, pour échanger. Et puis parfois, ils forgent également de nouvelles idées de projets de voyage. Donc c'est assez étonnant d'échanger avec eux. On ne s'en rend pas compte, mais ces gens-là qui travaillent dans les trains, ils font le voyage 2 fois par mois. Ce sont des gens qui sont habitués à faire le parcours Moscou-Vladivostok, plus de 9000 km 2 fois par mois. Et lorsque je disais tout à l'heure que le voyage devient souvent addictif, de fait, pour des personnes comme celle-là, ils peuvent plus s'en passer. Dès qu'ils sont à la maison, ils s'ennuient, ça se passe mal, ils ont des difficultés pour communiquer avec les autres, et ils ont besoin de retrouver leur train. C'est assez étonnant. Comme les marins avec la mer. Oui, tout à fait. Et plus globalement, qui rencontre-t-on dans le transsibérien ? Alors, on rencontre toutes sortes de personnes, et notamment des personnes qu'on ne serait pas amené à rencontrer dans la vie courante. Donc, je pense notamment aux cheminots. Moi, il ne m'arrive pas de rencontrer beaucoup de cheminots tous les jours en France, mais là-bas, j'en ai rencontré beaucoup, qui sont des êtres extraordinaires, puisqu'ils travaillent sur les rails du transsibérien par tout temps, par moins 40 comme par plus 30. Enfin, ce sont des personnes qui sont habituées à travailler dans des conditions extrêmes et donc qui forcent l'admiration, le respect. On rencontre aussi toutes sortes de personnes, des gens de la classe moyenne, la classe ouvrière, peu de gens de la classe aisée, puisque ces personnes-là prennent davantage l'avion. Voilà, des paysans aussi, on peut rencontrer. Et des militaires, hein, très important, puisque les militaires voyagent gratuitement dans le transsibérien pour aller voir leur famille ou retourner en caserne. Et là, ça donne lieu à des échanges très intéressants. Donc, autour d'une carte du monde, on aborde les pays qu'on aimerait visiter, où on souhaiterait s'arrêter. Et les militaires, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont en fait de grands rêveurs aussi. Ils partent en mission, certes, mais ils sont comme tous les êtres humains. Ils ont également des rêves simples, de voir le monde, de comprendre où on vit, où on va surtout. Et le voyage permet de répondre à cette question-là. Où est-ce qu'on va ? Et que veut-on ? Qu'est-ce que vous a apporté ce voyage sur l'idée que vous aviez de la Russie ? Est-ce qu'elle a changé ? Qu'est-ce que ça a changé en vous ? Lorsque je suis revenue de Sibérie, en tout cas, j'ai compris que j'avais foncièrement envie de campagne et de forêt. Donc l'immersion dans la nature russe en Sibérie, dans la taïga, m'a donné envie de quitter la ville. Donc lorsque je suis rentrée, j'ai travaillé sur cela. Et de fait, j'ai quitté la capitale, j'ai quitté Paris. J'habite maintenant dans l'Oise, dans la forêt de Chantilly. Donc c'est très agréable. Ça m'a donné envie aussi de faire attention à la vie que je mène, notamment en termes de consommation, de prendre conscience de l'importance de l'environnement, de la fragilité de nos vies également, de la fragilité de la nature, de la forêt, de tout. On prend conscience de quelque chose d'extrêmement important. La Terre a beau avoir 5 milliards d'années, c'est une planète qui est vraiment fragile.
Et du coup, lorsqu'on voyage, on revient avec une conscience aiguë de l'importance de préserver un certain équilibre dans nos vies personnelles, dans la vie collective, dans nos rapports avec les autres aussi. Voilà, je pense que le voyage nous apporte une certaine forme de vérité euh, qui est encore plus belle que toutes celles qu'on peut trouver dans les livres. Voilà. Il y a beaucoup de récits de voyage sur la Russie depuis je sais pas combien d'années, mais il y a Cédric Gras, Sylvain Tesson, il y a, je sais pas si on peut dire un fantasme, il y a en tout cas un sujet pour les voyageurs qui est assez récurrent. Vous inscrivez chez ces écrivains, au sein de ces écrivains, ou dans aussi vous parliez de lecture au début. Est-ce que des écrivains vous ont fait sentir la Russie avant que vous la sillonniez? Oui. Effectivement, c'est un détail qui a toute son importance, mais j'ai un petit garçon extraordinaire qui s'appelle Tolstoï. Voilà. Euh, il est, il est extraordinaire. Voilà, il est très vif. Hein. Il est proche de la nature déjà, comme l'auteur. Donc effectivement, l'écrivain Tolstoï m'a beaucoup influencé. Euh, je ne vais pas dire que j'ai tout lu, mais j'ai lu beaucoup de livres. Ce que j'aime en lui, c'est sa quête de vérité, notamment, mais aussi de beauté. Voilà, c'est quelqu'un que je trouve extraordinaire, vraiment extraordinaire. Alors, pour en revenir à votre question sur les auteurs actuels, donc, oui, évidemment, on ne peut pas ne pas citer Sylvain et Cédric. J'aime beaucoup ce qu'ils ont écrit. Au sujet du fantasme, est-ce que c'est un fantasme? Je ne sais pas. C'est un vrai mystère qui perdure, ça c'est sûr. Pourquoi est-ce qu'on est attiré par la Russie? Parce qu'on s'y sent bien. C'est un endroit où personnellement, moi, j'ai jamais déprimé parce que j'ai toujours fait des rencontres tellement passionnantes. Et puis les gens, ils ont un regard qu'on ne trouve pas ailleurs. Ils ont un regard qui est tellement bienveillant et tellement bon. On s'y sent bien. Voilà, on s'y sent bien. Alors, qu'est-ce que je partage avec les auteurs que vous avez cités? Je dirais peut-être une certaine forme d'humour, mais également le même goût de la folie. Donc, je serais capable aussi de partir sur un coup de tête si j'avais pas mes enfants là maintenant. Mais ça arrivera un jour, peut-être, on verra. Il y a l'idée des confins aussi, j'ai l'impression, qui attire beaucoup au travers le Kamtchatka. Enfin, je pense aussi au passage du coup de Seul sur le Transsibérien. Voilà, l'idée des confins, de ce bout du monde quelque part, et du lac Baïkal que vous avez l'air d'apprécier particulièrement. Vous pouvez nous parler de cette région? Oui, le lac Baïkal, c'est effectivement le point fort du voyage. Donc, à plus de 5000 km de Moscou, on découvre un lac absolument immense qui ressemble davantage à une mer qu'un lac. C'est une vision qui est sublime. On a l'impression de retrouver un petit peu les origines du monde. Il n'y a absolument rien pour nous rappeler qu'on est au XXIe siècle. Donc, il y a juste l'immensité du ciel, de l'eau, enfin les éléments. Et c'est vrai que c'est puissant, c'est très puissant, puisque c'est un lac qui couvre une très très grande surface. C'est la taille de la Belgique, en clair. Voilà, donc c'est assez impressionnant. Et puis, l'eau est vraiment pure. Elle est très très belle. Et il y a également des phoques d'eau douce, ce qui est quelque chose de très rare. Et dans cette région-là, les gens qu'on rencontre vivent très proches de la nature. Ils vivent de pêche, de chasse. Et c'est des gens qui vivent intensément le moment présent et qui n'ont pas particulièrement peur de l'avenir. Ils sont certes tourmentés, mais pas aussi tourmentés, je dirais, que nous en Europe. Ils vivent vraiment dans l'instant présent et puis avec une certaine... je dirais, bonhomie, voilà, une certaine simplicité qui me plaît beaucoup.
et à nouveau l'authenticité dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Merci. Mm. Antoine Bertrandi, c'est un peu rapide de repasser à Compostelle d'un seul coup, mais justement, Oui, où est-ce que vous pouvez... c'est ce que Géraldine dit que les gens sont tourmentés là-bas, mais elle ne cite pas la vodka, j'imagine. Non, à Compostelle, les pèlerins sont tourmentés par le Rioja plutôt, là-bas, qui était un vin espagnol. Non, ils ne sont pas tellement tourmentés, les gens qui vont marcher à Compostelle. Ils vivent une espèce d'aventure assez unique. Là, j'ai marché, Émeric disait que j'ai marché là, cet automne jusqu'à Rome, là, depuis la Suisse. Je voulais voir ce que c'était que cet autre pèlerinage. J'étais curieux. C'est pas du tout la même chose. Là. Compostelle, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. On rencontre des gens qui n'ont plus d'existence, d'identité définie, une espèce de catégorie. Moi, je m'appelle Antoine Bertrandi. J'ai un âge que vous pouvez deviner. J'ai un niveau, un milieu socio-culturel modeste, mais que vous pouvez deviner aussi à ma façon de parler, à ma façon de m'exprimer, etc. Voilà, là-bas, on est tous en décathlon, en vert fluo et rouge, des pieds à la tête. Donc on est tous quelque chose une forme d'uniforme, quoi. C'est quelque chose de très, très égalitaire. Il y a des gens, peut-être pas de toutes les classes sociales, il n'y a pas les plus nécessiteux et il n'y a pas non plus les plus riches qui n'ont pas que ça à foutre d'un chemin spirituel. Enfin, évidemment, ils sont plus intéressés par d'autres richesses. Mais j'étais très étonné en marchant là-bas, c'est qu'il y a des gens du monde entier. Je me doutais qu'il y aurait beaucoup d'Européens, mais en fait, il y a des gens du monde entier, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Océanie, évidemment. Et il y a aussi des Chinois. Pas énormément de Chinois, mais il y a des Chinois, il y a quelques Japonais et énormément de Coréens. Alors, voilà, alors évidemment, la communication avec les Coréens n'est pas extrêmement aisée, parce que les Coréens ne parlent pas très bien anglais, même assez rarement. Mais enfin, tout de même, quand même, on arrive à les voir. Généralement, quand vous voyez dans une église des gens qui sont prostrés à plat ventre sur la dalle froide face à un crucifix, ce sont des Coréens. Voilà. Donc, voilà. D'accord. Voilà, voilà. Mais c'est une aventure assez unique. Un des premiers types importants que j'ai rencontrés, c'était donc ma première étape, consistait à franchir les Pyrénées par le col de Roncevaux. Moi qui n'ai jamais marché, jamais fait de sport, enfin, qui suis vraiment, j'ai mes deux jambes, ce sont mes seuls attributs. C'était une épreuve et après avoir gravi sain et sauf les Pyrénées, j'ai commencé à redescendre vers Roncevaux, à fondre sur Roncevaux. Et là, il y a un type qui avait à peu près mon âge, et ça se voit qu'il est français, en fait. Il voit que je suis français, ce qui est assez rare, parce qu'il y avait pas mal de retraités sur le chemin, et pas mal aussi de jeunes étudiants, des gens qui ont 18, 19 ans, évidemment, qui ne savent pas quoi faire, qui vont à la fac, du coup, qui vont faire autre chose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On est tous passés par là. Voilà, mais des gens de mon âge, entre deux âges, il n'y en avait pas tant que ça, ce qui fait qu'on s'est rencontrés, on a discuté un petit peu. Il me dit assez rapidement, tu verras Antoine, lui avait beaucoup d'expérience, il était parti de chez lui du nord de la France, là. Et il est arrivé là, tu verras. Et il me dit, Antoine, tu verras, je ne rencontre pas les gens par hasard. Et il me dit, à chaque fois, réfléchis à qu'est-ce que tous les gens que tu vas rencontrer, qu'est-ce qu'ils ont à te dire. Et de fait, c'est comme ça que j'ai envisagé mon voyage, et comme ça que je me suis nourri de tous ces gens. Et en fait, ce que j'essaie de raconter dans mon récit, j'ai essayé j'ai écrit ce récit pour me souvenir de tout ce que ces gens m'avaient apporté, pour m'en rappeler, pour me raconter autour de moi. Parce que quand je suis rentré, moi j'étais absolument sur une espèce de complètement planant, quoi. J'étais comme la plupart des pèlerins qui rentrent de Compostelle, c'est-à-dire que c'est merveilleux, c'est extraordinaire, tu n'imagines même pas, il faut que je te raconte. T'imagines que tel jour, enfin, et voilà, pendant 15 jours, ils parlent que de ça. Alors, à leur entourage, et au bout de 15 jours, les gens n'en peuvent plus, quoi. Mais retourne-y à Compostelle, on n'en peut plus. Voilà. Et moi j'étais comme ça. J'ai presque envie de rebondir en rappelant, il y a Mathias de Bureau qui était là pour la première rencontre, Ouais. qui a écrit L'art d'ennuyer en racontant ses voyages, qui préconise d'enfermer les voyageurs pendant 15 jours, Ouais. juste après qu'ils soient... Voilà, reviennent. le pèlerin j'espère que le pèlerin a une bonne place dans son récit, parce que le pèlerin le mérite. Voilà, mais donc ma femme a fait à peu près, pendant mon absence, a fait à peu près le trajet inverse de moi. C'est-à-dire que je n'avais pas du tout senti, elle ne m'a pas fait culpabiliser, parce que c'était vraiment une femme très intelligente et très aimante. Elle ne m'a pas fait culpabiliser d'être partie, mais par contre, on a eu beaucoup de mal à se réaccorder
Je lui disais ce que je vous racontais avec encore plus de flamme, de brûlure, parce que c'était très, très vif. Et elle n'entendait pas. Et moi, je n'entendais pas non plus sa difficulté. Voilà. Et donc, j'ai d'abord eu l'espèce du sentiment d'urgence à écrire pour me rappeler, moi, de tous ces événements, pour leur donner une forme et pour raconter autour de moi. Voilà. Et je crois que ça intéresse il y a certaines personnes que ça touche. Voilà, mais c'est tous ces gens que j'ai rencontrés, c'est un peu grâce à eux que en fait, ce voyage, c'est par leur intermédiaire que ce voyage a changé ma vie, quoi, a changé complètement. Je suis revenu avec une espèce de confiance, une joie. Moi, j'ai fréquenté étudiant les librairies de ce quartier ici, voilà. J'étais un étudiant névrosé, indéterminé, inquiet, voilà. Et en fait, j'ai continué à l'être, même en dehors de cet arrondissement. Et voilà. Et depuis ce voyage, il y a énormément de mes névroses qui se sont dissipées. Parfois, la mélancolie me guette. J'ai une espèce de bulle justement de mélancolie qui éclate. Mais hop, elle s'efface assez rapidement. C'est un voyage qui a changé ma vie. Je disais au début qu'avec ma femme, on n'arrivait pas à avoir de deuxième enfant. Voilà, Capucine est née 9 mois et 1 semaine après mon retour de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors quand je dis ça, les gens disent mais il fallait l'appeler Jacqueline. Voilà, donc ce que je n'ai pas fait, ce que nous n'avons pas fait. Voilà, et on peut peut-être la rebaptiser. Il y a beaucoup d'humour dans votre bouquin, on le sent même quand vous en parlez. Ça a été une force. Vous me draguez là. Non. Mais oui, est-ce que je sais pas, l'amusement, la curiosité semble être vraiment ce qui vous fait avancer aussi? Oui. Je ne sais pas si c'est l'amusement en tant que tel. Je crois que j'aime avoir un regard ironique sur mon environnement, mais d'abord sur moi-même. En fait, j'explique, mais dans ce livre, et puis j'explique autour de moi. Je me déverse avec j'explique mes tourments, mes petites choses, et en même temps. Ça n'a aucune importance, quoi. C'est tout à fait risible. Enfin, quand j'ouvre un journal et que je vois tous ces gens qui vivent des trucs terribles, affreux, voilà, que mes petits tourments, mes petits nœuds dans le crâne, voilà, ça n'est rien du tout. Donc voilà, c'est pour ça que je disais aussi au début que cette aventure de Compostelle, c'est aussi une anti-aventure, quoi. Parce que C'est une sorte de décalage. Oui, les gens sortent un peu d'eux-mêmes, une fois sortent de leur quotidien, sortent de leur télévision, de leur canapé et de leur facture de gaz. Voilà. Mais c'est pas. Mais voilà, ils rentrent quand ils arrivent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Bon, ben voilà, le choix de rentrer, c'est le dernier choix, c'est ou en train ou en avion, quoi. Donc c'était. Et alors, comment est-ce que je vais faire pour rentrer chez moi? Hop, mais j'ai ma carte bancaire, évidemment, tout va bien. Donc c'est l'anti-aventure. Je crois que je suis pas assez sérieux pour être rangé véritablement dans la catégorie des aventuriers. Voilà. Moi, si j'avais rencontré cet Ukrainien sur le quai du métro Bastille, déjà, je n'aurais pas compris ce qu'il me disait. Et ensuite, je me serais méfié. Et je l'aurais trouvé louche, là, avec son espèce de regard clair. Là, voilà, j'aurais bien vu qu'il ne buvait pas beaucoup de sirop de grenadine. Voilà, et je serais rentré vite chez moi. Là, j'aurais fermé la porte à clé à double tour. Et je ne serais pas allé jusqu'à Vladivostok. Je ne sais pas si vous êtes allé jusqu'à Vladivostok. Oui, très bien. Voilà. Aymeric Ficet, quel voyageur est Antoine Bertrandi pour vous? Déjà, c'est un voyageur qui a de l'humour. Il y a pas mal de voyageurs qui manquent d'humour. Donc ça, c'est bien, et qui ne prennent pas forcément leur voyage au sérieux. Nous, en tant qu'éditeur, j'ai parfois des gens qui arrivent vers moi. Pas plus tard qu'hier, quelqu'un m'a dit, voilà, j'ai fait telle chose, tel voyage en 15 jours, j'ai écrit un journal et tout, est-ce que ça vous intéresse, quoi? Et c'est une forme de... C'est vraiment se prendre au sérieux d'envisager les choses comme ça. D'abord parce que c'est pas parce qu'on a fait un voyage qu'il faut le raconter. Moi, j'estime qu'il vaut le plus souvent mieux ne pas raconter ses voyages. Et si j'ai raconté ma première année de voyage en Alaska, le récit dans les pas de l'ours qui est ici, c'est parce que je faisais à l'époque des articles, et lorsque je suis rentré d'Alaska, j'ai fait un article dans Géo,
Et je n'étais pas satisfait parce qu'il y avait des tas de sujets que je n'avais pas pu aborder. Et je me suis dit, voilà, j'avais pourtant fait un voyage de 2 ans et demi à vélo jusqu'en Inde sans rentrer chez moi. J'avais fait le tour de l'Europe pendant 2 ans à pied. J'avais passé du temps en Asie du Sud-Est, en Afrique centrale. Mais à l'issue de ce voyage, je me suis dit, voilà, il y avait une cohérence totale du voyage. C'est-à-dire que jour après jour, j'ai pu m'initier aux ressources de la toundra, de la taïga. J'ai pu rencontrer des animaux, des ours, des caribous, des loups, des orignaux. J'ai pu me familiariser avec la vie des Indiens de la forêt boréale, avec la vie des Inupiats, des Inuits de l'Arctique alaskan. Et ça, je ne peux pas le traduire dans des articles. Voilà, il faut que je fasse un récit pour aborder des problématiques plus difficiles à exprimer. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas refuser aux Esquimaux du détroit de Bering de chasser la baleine? Il y a 10 villages baleiniers en Alaska et on ne peut pas leur refuser de chasser la baleine tout simplement parce qu'ils vivent là juste pour la baleine. La baleine est dans leur culture et ce sont des chasses traditionnelles qui ne menacent nullement l'espèce puisqu'il y a un certain nombre de coûts qui sont attribués, puisque toutes les ressources faune, flore d'Alaska sont très bien étudiées et très bien conservées. Et voilà, et ça, ce sont des questions qui me semblent intéressantes. Pourquoi est-ce que, par exemple, l'interdiction des manteaux de fourrure en Europe a contribué à l'éthylisme des populations d'Alaska? Tout simplement parce qu'on ne peut plus importer de fourrure d'animaux pris dans des pièges à mâchoires, en conséquence de quoi, depuis lors, les hommes d'Alaska, les Indiens de la forêt boréale, les Inupiats de l'Arctique ou de la côte, ne vont plus trapper l'hiver sur leur ligne de piégeage. Et donc, que font-ils? Ils restent chez eux à boire. Et ce sont en fait ce qui faisait leur fierté d'homme, c'était d'aller tout seul à 50 km du village avec leur motoneige et jour et nuit, puisque c'est quasiment la nuit permanente, eh bien de remonter leur ligne de piège, etc. Ils ne le font plus. Et voilà, ça, ce sont des questions intéressantes. Ce sont des contreparties, des contre-coups de nos propres décisions qui sont vraiment intéressants, ces contre-coups à formuler et à étudier. Donc voilà, c'était l'idée d'avoir fait un voyage très intense, un voyage qui m'a marqué, et d'essayer d'en rendre compte le plus possible pour traduire la vie du bush. Alors j'ai récidivé, puisque j'ai fait aussi un autre voyage d'1 an et demi à pied, en kayak et à l'aide de chiens de traîneau, donc quelques années plus tard, et donc c'est sous l'aile du Grand Corbeau. Et là, j'ai abordé d'autres populations, les Indiens du Sud-Est, les Esquimaux du détroit de Bering, là il y avait aussi les Aléoutes. Voilà, donc pour donner un panorama complet de ce que signifie vivre dans un lieu isolé d'Alaska. C'est ce qui m'intéressait. Voilà, je n'ai pas écrit sur chacun de mes voyages parce que, on le sait, écrire un livre, ça prend presque 1 an, quoi. Entre le moment où on s'y met, on rentre effectivement, où on est effectivement rentré, le moment où on s'y met, écrire un livre, ça prend 1 an. Et c'est très difficile d'écrire un livre en moins d'1 an. À Transboréal, je pense qu'il n'y a qu'un seul auteur qui a réussi à écrire très vite son livre, et encore est-il de qualité, c'est Olivier Lemire. C'est un type très organisé, très, très méthodique. En 4 mois, il a écrit le récit de sa marche de plaisir en région parisienne jusqu'à la rivière du Bonheur qui coule au pied du Mont Égual. 4 mois. Mais sinon, c'est 1 an de travail. Et ensuite, il y a le travail d'édition derrière. Donc, on ne peut pas écrire sur chacun de ces voyages, et heureusement. Je voulais vous interroger aussi sur votre pratique particulière à vous du voyage. Votre spécialité, c'est la marche au long cours. Vous décrivez très bien dans ce magnifique petit bouquin que je conseille à tout le monde et qui s'appelle L'ivresse de la marche, dans une collection dont vous nous expliquerez un petit peu l'esprit. Il y a une forme de réflexion sur l'idée de sillonner le monde, comment le faire. Pourquoi marchez-vous si longtemps, dans un tel dénuement? Quel rapport au monde cherchez-vous? Voulez-vous nous transmettre à travers ça? Alors moi, ce qui m'intéresse dans la marche, ce qui m'a toujours intéressé, c'est le fait d'être l'acteur, le moteur de mon déplacement. C'est ça ce qui m'intéresse. Et que tout ce que je vois, c'est dû à la force de mon désir. Je pense, comme beaucoup sans doute, je n'aime pas débouler dans un lieu d'un bus. Vous savez, vous faites un voyage en bus, vous arrivez à Delphes, par exemple. Moi, je suis arrivé à Delphes à pied après 2 ans de voyage. Mais j'ai vu, par exemple, un car arriver à Delphes et les personnes sortaient, elles étaient quand même sur le haut lieu de la mythologie grecque, puisque c'est là que les aigles lancés par Zeus se sont croisés, l'omphalos, etc. Et à peine étaient-elles sorties du car qu'elles se sentaient oppressées par la chaleur. Et puis ensuite, il fallait gravir la voie sacrée. Et finalement, elles n'avaient qu'un seul souhait, c'était de retourner dans le car. Voyez ? Quand vous arrivez à pied, après 2 ans de marche, en étant parti de Paris, en étant passé par le nord de l'Europe à Delphes, je peux vous dire que Delphes, ça résonne autrement.
Il n'est pas question d'en partir. C'est-à-dire, moi, j'ai dormi à Delphes. C'est interdit, mais j'ai dormi dans les ruines de Delphes parce que voilà, je l'avais désiré, je l'avais mérité d'une certaine manière par tous les efforts que j'avais fournis. C'est ça ce que j'aime dans la marche. Et j'ai fait un voyage à vélo jusqu'en Inde et je me suis rendu compte que vélo, c'est facile. C'est extrêmement facile parce qu'on fait les muscles. Au bout de 3 semaines, on est capable de faire 100 km par jour sans problème et on voit moins de choses. Et si vous voulez, le vélo ne vous laisse pas dans cet état de fragilité où vous laisse la marche. Il pleut le matin, vous êtes à vélo, vous attendez que la pluie cesse. Vous attendez le soleil pour que la tente sèche. Vous pouvez partir à 14h, le soir, vous serez à 20h, vous aurez fait vos 100 km. Et il y a toujours aussi la tentation de rallier une ville ou une auberge, un camping, que sais-je, parce qu'à vélo, tout est facile. À pied, si vous ne partez pas le matin, le soir, vous serez à 10, 12, 15 km. Donc, de toute manière, qu'il pleuve ou qu'il vente, vous partez. Voilà. Parce que vous avez un objectif. Vous voulez atteindre un cap, un Finistère, traverser un pays, etc. Donc, vous partez. Et là, vous allez marcher. Moi, je ne m'arrête pas quand je marche. Je pars assez tard, mais je marche jusqu'à la nuit tombée. Et si vous avez fait vos 35 km dans des conditions normales, il n'est pas question qu'un paysan vous dise « Ah oui, oui, le camping, oui, c'est à 10 km. Vous n'allez pas faire 10 km pour atteindre le camping. Donc, qu'allez-vous faire ? Vous allez essayer d'apitoyer le paysan. Il va s'apitoyer tout seul et il va vous retenir chez lui. Et vous allez effectivement être à un endroit où vous n'auriez jamais pu mettre les pieds autrement. Voilà, parce que vous êtes exténué, vous avez déjà fait vos kilomètres, la nuit tombe. Et c'est ça ce que j'aime dans le voyage à pied. Moi, contrairement, c'est pour ça que je ne suis jamais allé à Compostelle et que je n'irai jamais à Compostelle. Si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas savoir en voyage ce que je vais manger, qui je vais rencontrer, où je vais dormir, ce que je vais voir. À partir du moment où je sais ça, je suis dans ma routine. Ici, je savais qu'à 16h, je serais à Libri, Gilbert Joseph, et je sais depuis un mois. Vous voyez, moi, je ne veux pas être dans une routine quand je voyage. Je veux que tout soit nouveau à tout instant. Et ça, la marche fait que tout est nouveau à tout instant. Voilà. C'est ça ce qui est prodigieux à la marche. Vous en parlez comme l'ultime recours de l'homme privé de liberté. Ah oui, je dis ça. Ah ouais, c'est vous. Oui, de toute manière, on le sait bien. Par exemple, Slavomir Ravic, qui a quitté le camp de Yakoutie où il était détenu, si tant est qu'il l'ait fait, est parti à pied. Il est vrai que actuellement, tous les migrants, etc., même s'ils doivent traverser la Méditerranée pour rejoindre la France ou Calais, s'acheminent probablement aussi beaucoup à pied. C'est quelque chose que toute personne valide a en elle-même. Alors malheureusement, c'est un peu la différence aussi avec le vélo, c'est qu'on ne s'habitue jamais totalement à marcher. Je m'explique. Aller faire une marche en forêt, aller gravir un sommet, passer un col à la journée avec des sandwichs, avec de l'eau dans le sac, un petit appareil photo et puis la polaire, c'est relativement facile. Mais en revanche, entreprendre jour après jour un voyage à pied dans lequel on va porter ses vêtements, porter du matériel, porter de la nourriture, eh bien, ça engendre un effort, c'est le poids du sac, et ça engendre aussi un contact permanent avec le sol. Le vélo glisse sur la route, le kayak glisse sur la mer, tandis que le pied heurte le sol, il va heurter les cailloux, on va devoir traverser un marécage, on va devoir traverser la forêt, on va être sur l'asphalte parfois, voilà. Et on ne s'habitue jamais totalement au fait de marcher au long cours. Donc il y a toujours cet effort qu'il faut renouveler et qui est difficile. Mais c'est ça ce qui fait la force, c'est qu'on est réellement l'acteur de son mouvement. Voilà. Et on peut se donner un objectif très lointain, mais l'atteindre jour après jour. C'est-à-dire on a cet objectif en tête, mais jour après jour, l'objectif est très simple. C'est 30, 25, 30, 35, 40 km. Moi, mon record, c'est 65. Mais voilà, c'est un objectif raisonnable. Alors évidemment, si jour après jour, on renouvelle cet objectif raisonnable, on peut arriver au bout de 2 ans à un objectif totalement irraisonnable au départ, qui est d'avoir parcouru 13 000, 15 000 km à pied. Voilà. C'est ce que permet la marche. Est-ce qu'on peut parler d'un aspect créatif de la contrainte ? Un aspect créatif de la contrainte. En matière de voyage, il y en a un en tout cas. C'est que moi, j'aurais aimé vivre au XVIIIe siècle. Pourquoi ? Parce qu'au XVIIIe siècle, on commençait à connaître le monde. On avait déjà des relations de voyageurs, on avait déjà un certain nombre d'interprétations du monde, et en même temps, dès qu'on se pointait quelque part, que ce soit la Pérouse ou les autres, Cook, etc., Vancouver, dès qu'on se pointait quelque part, eh bien, on était quand même impressionné par les nouveautés, par les différences, etc. Aujourd'hui, on a des musées extrêmement riches, qui regorgent d'objets, au point qu'évidemment, on expose un 10e ou un 100e. On a des thèses sur tous les sujets, donc on connaît le fin fond de la planète.
On connaît des populations très spécifiques, très isolées, etc. Mais en même temps, lorsqu'on voyage, eh bien, on est de moins en moins surpris. Et effectivement, il est bon en voyage, sans doute, aujourd'hui, pour être surpris, pour goûter la nouveauté, de se donner certaines contraintes. Et la marche permet effectivement de traverser des zones montagneuses, de traverser des zones peu peuplées, et vraiment de les affronter, et donc de retrouver un petit peu cette immersion et ce sentiment fort d'être un découvreur. Moi, le sentiment d'être un découvreur, je ne l'ai jamais vraiment eu à pied. Mais en revanche, je dois dire que je l'ai eu en kayak, le long de la côte de Colombie-Britannique et d'Alaska, parce que les paysages étaient tellement inchangés que je me suis dit que ce que je vois là, c'est ce que les grands découvreurs du Pacifique Nord ont vu. Ils ont eu peur, comme moi, à tel endroit, parce qu'il y a des courants de marée. Ils ont vu la forêt de telle manière. Ils ont vu probablement... tout était pareil, parce qu'aujourd'hui, le déboisement en Colombie-Britannique est à l'intérieur des fjords, au bout des fjords. Mais disons, la côte est vraiment inchangée. Et ça, c'est une chance extraordinaire. Mais effectivement, il faut parfois se donner des contraintes pour retrouver ce sens de la nouveauté, de la primeur du contact avec les origines. Vous parlez de l'idée de vivre au XVIIIe siècle et l'évolution du monde, en tout cas la manière dont il se visite aujourd'hui. Je vous ai interrogé un petit peu là-dessus, même tous les trois, sur qu'est-ce que c'est qu'explorer le monde aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'en rendre compte à travers des livres de voyage, et notamment aujourd'hui, où le monde paraît quadrillé, sillonné. Non, oui. Je prends ça. Non, j'étais encore en train de penser à une comme je fais, vous l'avez compris, hein, à une réponse par la bande. Qu'est-ce que c'est qu'explorer le monde? Alors je ne fais qu'explorer mon intérieur. Donc c'est assez compliqué de répondre à ça. Parce que je suis pas un voyageur, moi, je suis un pèlerin. Voilà, donc j'ai mes deux expériences de voyage qui sont un peu plus notables que d'aller chez ma grand-mère en Dordogne. Ce sont des pèlerinages. Du coup, explorer le monde, j'ai beaucoup de difficultés à répondre à cette question. C'est vraiment, pour moi, c'était des chemins intérieurs. C'est ce que disait Émeric tout à l'heure, j'ai beaucoup de mal, moi, dans ces voyages organisés, d'être transporté par un avion au bout du monde, voilà, voir, prendre des photos, jouir de ce dont il faut jouir d'abord, et de revenir à Paris avec le teint hâlé. Et avec les cartes postales que je n'ai pas eu le temps d'envoyer voilà, quand j'étais sur place. Donc j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Donc vous reprenez Géraldine Smith, s'il vous plaît. Très bien, votre réponse. Elle est sincère. Merci, c'est une très belle question. Moi, je suis speechless, comme on dit en anglais. C'est une question qu'on se pose depuis l'histoire de l'humanité, en fait. C'est une question qui, je crois, est de plus en plus difficile à traiter de nos jours. Pour moi, explorer le monde, en tout cas faire face au monde dans lequel on vit, c'est se protéger avant tout. C'est savoir faire face aux objets connectés, entre guillemets, avec modération. C'est savoir apprivoiser... je dirais, les messages quotidiens des gens qui souhaitent absolument nous vendre quelque chose à tout prix. Donc ça peut être les distributeurs, les commerçants. Enfin, on est agressé en permanence aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans. Il y a 20 ans, avant l'arrivée d'Internet, on n'était pas agressé en permanence par des messages publicitaires. Il y avait des messages publicitaires, mais il y avait des moyens différents. Aujourd'hui, on a le sentiment quand même d'être agressé de façon permanente. Donc pour moi, explorer le monde, c'est vraiment essayer d'abord de se protéger par rapport à certaines choses qui nous arrivent à tous. Et puis également d'adopter une attitude positive dans la vie courante. Et cette attitude positive nous permettra de prendre des risques. Parce qu'en fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est la volonté de prendre des risques. Et si on accepte un jour dans notre vie d'appuyer sur pause et de dire voilà, cette vie-là ne me convient pas, je ne vais pas bien, je suis tourmentée, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse un voyage ou il faut que je fasse d'autres choses, d'autres actions
pour donner un sens à ma vie. Là, on aborde quelque chose d'extraordinaire, qui n'a pas de limite, et on est mieux à même, on est dans de bonnes dispositions en tout cas pour partir explorer le bout du monde, mais également le bout de notre âme, en fait. C'est ça qui compte. Et de revenir avec des forces pour, je ne vais pas dire changer le monde, parce qu'on ne peut pas le changer, mais en tout cas, si de nombreuses personnes décident un jour d'effectuer un voyage à pied, en kayak, ou à vélo, ou par tout autre moyen, on revient forcément changé, et on revient, je pense, sincèrement, meilleur. Et parfois, je pense que le monde pourrait être meilleur s'il était gouverné par des gens qui avaient justement fait du terrain. Je rêverais de voir le G20, par exemple, entamer une marche autour du monde et ensuite traiter les vrais problèmes dans une salle tous ensemble. Mais ça me paraît très difficile de traiter les problèmes contemporains sans avoir fait du terrain, sans avoir voyagé vraiment. Voilà. Et voyager, ça signifie effectivement pas partir 15 jours, mais partir plusieurs mois. Apprendre à connaître les autres et connaître soi-même. Il y a l'idée du temps, du temps de déconnexion, même dans le voyage au long cours. Il y a besoin de se déshabiller du monde. Il y a besoin de tout ce temps-là. Enfin, Oui, je pense que le temps est une chose fondamentale en voyage. Moi, personnellement, je n'ai goûté que les voyages dans lesquels je n'avais pas de billet de retour en poche. Voilà. C'est-à-dire que je savais que je ne partais pas forcément pour la vie entière, mais j'avais un horizon lointain. Et surtout, je ne savais pas à quel jour et quelle heure j'allais rentrer, ni même comment j'allais rentrer. En fait, en voyage, on met quand même, lorsqu'on est marcheur ou cycliste, je pense qu'on met 3 semaines un peu pour quitter son confort intérieur, c'est-à-dire ne plus trop se soucier de ce qu'on va manger, de l'endroit où on va dormir. Pour devenir vraiment nomade, ça prend 15 jours, 3 semaines. Et c'est après seulement que les choses deviennent simples. Au début, c'est un peu traumatisant de quitter son petit confort et de perdre tous ses repères. Mais au bout de 15 jours, 3 semaines, surtout si on est dans le même pays, on est comme un poisson dans l'eau, on a quelques mots de vocabulaire, on sait ce qui est bon à manger, on connaît les prix, on voit que tout se passe bien, et ma foi, étant rassuré, on commence à goûter pleinement la rencontre. Mais pour revenir sur la notion d'exploration, moi, ce que j'aimerais, d'abord, je pense qu'il n'y a plus d'explorateurs, et ça fait un bout de temps qu'il n'y en a plus, même s'il y a encore une société des explorateurs français, mais ce qui serait bon quand même, c'est d'arriver à être explorateur dans la vie courante. C'est-à-dire que ce qui me frappe, c'est pourquoi je m'intéresse, par exemple, lorsque j'étais en Syrie, j'ai travaillé avec un boulanger en Syrie du Nord, et je me suis intéressé au métier de ce boulanger, j'ai passé plusieurs jours avec lui. Et pourquoi est-ce que je ne m'intéresse pas au boulanger qui est au coin de ma rue? Qu'est-ce qui fait finalement qu'en voyage, tout m'intéresse, et ici, à Paris, ou dans ma routine quotidienne, je manifeste pas autant d'intérêt? C'est ça. La vraie exploration, ça serait d'arriver à avoir toujours le même regard émerveillé, le même regard disponible, la même réceptivité aux choses. Et c'est ça ce qui est difficile. Moi, j'essaie de maintenir davantage cet état d'esprit. Mon plus beau voyage, ça a été sans doute l'Alaska, mais en fait, mon plus beau retour de voyage, ça a été le retour du voyage que j'ai fait jusqu'en Inde. Pendant 2 ans et demi, j'étais parti. Et lorsque je suis revenu à Paris, pendant 3 semaines, Paris m'a semblé une ville étrangère. Et j'ai regardé, vraiment, mes yeux n'étaient plus du tout habitué à quoi que ce soit. Et j'ai regardé Paris avec un regard de voyageur. Et j'aimerais bien pouvoir retrouver cette fraîcheur du regard du voyageur chez lui, quoi. ça interroge la notion d'exotisme. Oui. Oui, tout à fait. Oui. En fait, il y a, à mon avis, je ne veux pas être trop long sur ces idées, parce que ce sont des idées qui m'agitent beaucoup, mais il y a une différence quand même entre le voyage il y a peut-être 100 ans, 50 ans, 30 ans, et le voyage aujourd'hui. Le voyage était un voyage de découverte. Aujourd'hui, c'est un voyage dans lequel on reconnaît les choses. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui va devant les pyramides de Gizeh les a déjà vues à la télévision, on a déjà entendu parler, a déjà un voisin qui est allé. Et devant les pyramides de Gizeh, la personne va se dire « Ah, les voilà, je les vois, je les reconnais, c'est elles ». Et on est frappé aussi, moi je suis frappé en tant qu'éditeur de voir qu'on faisait des albums à caractère photographique, et les gens tournaient les pages, et au lieu de se laisser prendre par l'ambiance, etc., disaient « Ah, tu te souviens, là, on était là. On est dans des voyages de reconnaissance, parce qu'on est déjà abreuvé de tout un tas d'images, et si lorsqu'on est sur place, ça ne correspond pas, ce qu'on voit ne correspond pas à ce qu'on a imaginé, ce qu'on a déjà vu,
alors le voyage est raté. Et c'est ça ce qui est un peu dommage. Le voyage devrait rester, même le voyage de proximité, devrait rester un voyage de découverte, pas un voyage de reconnaissance. Ça n'a aucun intérêt de voir ce qu'on a déjà vu. Ce qu'il faut, c'est voir des choses nouvelles et les interpréter de manière nouvelle. Ça me fait penser aux 1001 lieux qu'il faut avoir vus. Voilà. Mais vous le vendez, je suis sûr. Oui, très bien. Je voulais vous interroger aussi sur votre manière d'écrire très concrète. Est-ce que vous écrivez en voyageant? Est-ce que vous écrivez après? Est-ce que vous prenez des notes? Comment ça prend forme au cours de vos voyages, l'écrit? Alors, en ce qui concerne le livre Seul sur le transsibérien, lorsque je suis partie en Russie, je ne suis pas du tout partie avec le désir d'écrire un livre, mais de vivre une grande aventure pendant plusieurs mois et sans billet de retour en poche. Donc, là, c'était vraiment l'ivresse totale. Mais j'ai fait des rencontres qui ont été tellement passionnantes et tellement enrichissantes que le livre s'est imposé à moi lorsque je suis rentrée à Paris. Et exactement à la manière d'Emeric, lorsque je suis rentrée, j'ai eu l'impression que Paris était une ville étrangère. Exactement pareil. Je marchais dans les rues de Paris comme un zombie, devant les vitrines, et toutes les vitrines me laissaient complètement froide. Et les messages publicitaires aussi, parce que j'avais passé tellement de temps en Sibérie, dans des zones sans aucun message publicitaire. Lorsque je suis rentrée, je me suis sentie complètement décalée. J'avais tenu un journal, j'avais écrit à la main. Dans le train, c'était un petit peu difficile à cause des secousses. Mais j'écrivais tous les soirs. J'écrivais également entre deux gares. J'avais toujours un carnet sur moi et je remettais mes notes au propre le soir. Et à mon retour à Paris, j'ai commencé à relire les notes et les gens que j'avais rencontrés me manquaient tellement que la seule façon de gérer ce chagrin était de leur redonner vie à travers l'écriture. Voilà. Donc j'ai eu l'impression de revivre le voyage en l'écrivant, de revivre certains échanges qui ont été très forts. Voilà. Je voulais notamment vous interroger sur une dame dont vous parlez, qui est morte à 107 ans, si je crois bien. Oui. Est-ce Oui, que vous pouvez nous en parler Effectivement, au début de l'entretien, j'étais tellement timide que j'ai oublié de parler de Leslie, qui a toute son importance dans ce récit, puisque Leslie Blanche est une romancière britannique qui a fait le voyage en transsibérien au début des années 60, après son divorce de Romain Gary. Elle avait à l'époque une 60aine d'années et elle est partie pour essayer de digérer ce qui lui est arrivé dans sa vie personnelle, pour faire également un grand voyage et essayer de retrouver un homme qu'elle avait beaucoup aimé, un voyageur qu'elle avait aimé 40 ans plus tôt, voilà, lorsqu'elle avait une 20aine d'années. Donc là, pour vous donner une idée, Leslie, elle est née en 1904, donc ça remonte aux années 20 en clair, ce grand amour avec ce voyageur originaire des steppes. Et elle avait perdu sa trace, et 40 ans plus tard, lorsque son mariage avec Romain Gary a commencé à battre de l'aile, elle a commencé à repenser à cet homme qu'elle avait beaucoup aimé, et elle est partie. Elle a écrit un livre absolument magnifique qui s'appelle « Voyage au cœur de l'esprit », que je vous invite à lire. Très beau livre où elle parle de sa vie, de sa rencontre avec cet homme, avec ce voyageur, et de sa passion pour la Russie et pour la Sibérie. Et ce livre a été traduit en français en 2003, de mémoire, aux éditions de Noël. Et à l'époque, Leslie avait 99 ans. J'ai découvert ce livre, j'avais été tellement émerveillée que j'avais pas pu dormir pendant plusieurs nuits. Donc c'est aussi cela, la découverte d'un explorateur ou d'une exploratrice. C'est l'ivresse, c'est l'émerveillement que cette personne peut transmettre. Et j'étais obsédée par l'idée de la rencontrer. Je lui ai écrit des lettres, j'avais pas de réponse. Donc je me suis dit, bon, à 100 ans, forcément, elle doit préférer rester seule.
Et donc, je suis partie faire ce grand voyage en Sibérie en lui écrivant une lettre et en lui disant que je penserais à elle tous les jours et à son voyage qu'elle avait fait au début des années 60, donc 40 ans plus tôt. À mon retour à Paris, je me suis sentie tellement déconnectée, tellement, je dirais, effectivement isolée par rapport à tout le monde et par rapport à mon environnement. Je me suis dit que la seule personne qui pouvait me comprendre, c'était Leslie, qui était partie plusieurs mois au début des années 60. Et du coup, j'ai pris le téléphone et je l'ai appelée. Je l'ai appelée. Elle avait donc en 2005 101 ans. Et je l'ai appelée à Menton et je me suis présentée. J'ai parlé en anglais puisqu'elle est d'origine britannique. Enfin, elle était d'origine britannique. Et je lui ai demandé si je pouvais venir lui rendre visite et lui montrer des photos de Sibérie. Et elle m'a répondu en anglais « Wonderful !» Et elle m'a dit « We will have a tea party !» Voilà, donc à 101 ans, elle avait tout son esprit et tout son humour. Et je suis repartie de la gare d'Austerlitz, donc c'était 1 an après mon retour, avec une telle joie, je dirais que c'était une joie comparable à mon départ en transsibérien quelques années plus tôt. Donc je suis partie avec quelques présents pour elle, quelques gâteaux britanniques, du thé anglais, et j'ai fait sa connaissance à Menton, où elle habitait, et je lui ai apporté des images de Sibérie. Et là, c'est vrai que c'était très, très émouvant parce que ça lui a fait revivre certaines choses de sa propre histoire. Je n'ai pas souhaité connaître le nom de l'amant dont elle parle, qui s'appelle Le Voyageur dans son livre. Et je ne vais pas vous dire si elle le trouve ou pas à la fin de son voyage, parce que c'est ça, cette quête. C'est très beau, c'est très noble. Et on a passé 3 jours inoubliables ensemble. J'en rapporte quelques souvenirs dans le livre, mais je préfère laisser la surprise au lecteur. Voilà, mais c'est vrai que c'est aussi un hommage à elle. Antoine Bertrandi, pour revenir là. Oui, si ce voyageur avait eu un compte Facebook, ça aurait été plus simple. Oui. Comment vous écrivez, vous? Oui, Bonjour le jour. j'écris. Je voudrais reprendre exactement les mêmes mots que Géraldine là, sur le besoin comment dire, en rentrant de voyage, de besoin de figer ou continuer à faire exister. Vous avez dit, je crois, Géraldine, faire revivre tous ces gens. Je crois que c'était pas tout à fait. Ils n'étaient pas encore morts moi, quand j'ai écrit leur histoire. Donc, c'est pas les ressusciter, mais vraiment les maintenir en vie. Moi, j'étais parti vers Compostelle sans appareil photo. C'est aussi sans téléphone, sans smartphone, tout ça. Voilà. Par parenthèse, je pensais que tout le monde était dans une espèce de démarche d'intériorité, coupé du monde, etc. Mais pas du tout. Les gens, quand je disais que j'avais pas mon iPhone, mon truc, là, les gens me disaient mais comment tu fais pour appeler chez toi, machin, voilà. Les gens, ce qu'ils veulent savoir, quand ils sont sur le chemin de Compostelle, ils veulent savoir est-ce qu'il y a le Wi-Fi chez vous, est-ce qu'on peut, voilà. Sinon, ils vont à côté. Bon, voilà, c'est une parenthèse. J'avais pas pris d'appareil photo parce que je voulais pas avoir ce rapport aux gens et au monde, en fait. Je sais pas prendre de photos, en tout cas pas de bonnes photos, ce qui fait que prendre un paysage, bon, il y a toujours quelqu'un qui a pris une photo meilleure que la mienne, du même paysage. Donc ça n'avait pas d'intérêt. Du coup, j'avais pris un carnet, j'avais pris des notes, je m'étais forcé tous les soirs à prendre des notes de ce qui se passait, des impressions qui se passaient. Voilà, des échanges, parfois, j'avais notamment, je pense à deux Hongrois de Roumanie que j'avais rencontrés, qui on avait eu un rapport très, j'allais dire intellectuel. C'était pas, on n'a pas échangé d'autres pensées, des autres réflexions, mais c'était pas tellement dans les sentiments ce qui se passait entre nous. C'était vraiment, ils me racontaient leur vie, peut-être. J'ai pris des notes là, ce soir-là, comme tous les autres soirs. Et voilà. Et en fait, ce que je voulais dire dans ma manière d'écrire, c'est à la fois ce que disait Géraldine et ce que j'ai mal répété là, à l'instant. Et c'était aussi pour moi, et c'est presque une question que j'aurais envie de poser à Aymeric, écrire l'histoire de mon voyage à Compostelle, ça a été pour moi une manière de rentrer. C'est-à-dire, vous êtes senti un étranger en rentrant d'Alaska quand vous êtes rentré à Paris. Moi, mon expérience des pèlerins qui vont à Compostelle, quand ils rentrent, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont émerveillés, blablabla. Voilà, mais après, il arrive un moment où ils sont touchés par un spleen terrible et ils n'ont qu'une envie, c'est repartir.
Voilà. Là, quand j'ai marché en Italie à l'automne, c'était en Italie, il y a beaucoup moins de pèlerins, et souvent, ce sont des gens qui sont déjà allés à Compostelle. J'ai rencontré un couple d'Anglais ils étaient allés 11 fois à Compostelle par des chemins différents. Un couple franco-allemand, ils étaient allés 18 fois à Compostelle. Hein. Voilà. Donc voilà, pour changer, ils allaient à Rome. Non, mais je sais pas si c'est des saints, mais ils se sont rencontrés sur le chemin, ils se sont pris de passion pour tout ça, ils président, ils animent des associations. Bon, voilà, mais ça a changé. Moi, ce que je voulais pas, c'est ce que je crois que personne ne veut ça, c'est rentrer d'un voyage et avoir cette espèce de brûlure d'être incapable de rentrer vraiment chez soi. Et le fait d'écrire cette histoire, ça m'a aussi permis de rentrer. C'est-à-dire mon chemin de retour, quand je suis rentré en avion, j'ai pris l'avion de Santiago jusqu'à Roissy. Roissy, j'ai pris le RER jusqu'aux Halles. Et quand même, pour faire une petite transition, je suis rentré des Halles jusque dans ma petite banlieue, à 10 ou 12 km, à pied. Voilà, c'était ma transition, ma réadaptation à Paris. Je n'étais pas émerveillé, je me suis fait klaxonner en traversant parce que j'étais là avec mon bâton de pèlerin, mon gros sac à dos et presque à ne pas regarder les voitures. Et là, voilà, on a formulé à mon encontre par 2 fois des noms d'oiseaux sur le trajet. Voilà, c'était une manière de se réhabituer. Mais ce que je voulais pas, c'était vivre avec ce sentiment de pas être bien chez moi, avec ma femme, avec ma fille à l'époque. Elle était seule. Et voilà. Et écrire cette histoire, ça a été vraiment une manière aussi de faire vivre ces gens et de rentrer chez moi, quoi. Quand j'ai mis le point final, j'étais chez moi. Et avec plus le besoin de repartir urgent, quoi. C'est-à-dire, ok, c'est bon, voilà, je suis là. J'habite dans ma petite ville qui s'appelle Bois-Colombes. Voilà, je suis père d'une petite famille. Voilà, ma place, c'est là. Voilà. Voilà, ça m'a écrit ça. Et je ne sais pas si Émeric, qui est beaucoup plus expérimenté que moi, à la fois dans les voyages et dans l'écriture, est-ce qu'il y a ce sentiment est-ce que écrire, c'est rentrer aussi? Oui, c'est assez semblable. Pour moi, écrire, c'est exorciser la nostalgie de ne pas être resté là-bas. Voilà, j'aurais aimé vivre dans une cabane quelque part en Alaska. Je n'ai pas eu le courage de rester. Je suis rentré et il y a quand même une nostalgie qui subsistait. Et l'écriture de ces 2 récits, c'était exorciser cette nostalgie. Il y a un autre récit que j'ai coécrit avec Julie Bock. C'est ce récit, Kamtchatka au paradis des ours et des volcans. C'est Julie qui l'a beaucoup écrit. Et Julie était une grande intellectuelle passionnée par le XVIIe et XVIIIe siècle. Elle a enseigné la littérature à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Et elle écrivait des articles universitaires, des livres universitaires. Et elle a éprouvé une grande joie, tentant à prendre 1 heure, 2 heures, pour avancer sur ce récit que nous avons co-signé. Et voilà, alors elle, c'était pas exorciser la nostalgie, c'était plutôt avoir cette parenthèse de vie sauvage telle que nous l'avions connue au Kamtchatka tous les 2 pendant 4 mois de marche. Et malheureusement, ça a été très, très cruel puisque nous avons, quelques années plus tard, entrepris un voyage à pied aussi, ce que nous voulions faire sur 2 saisons dans l'Altaï russe. Et à quelques jours du départ de Gorno-Altaï, dans l'Altaï, Julie a été tuée en Russie. Donc je souhaitais quand même présenter cet ouvrage qui a été récompensé par 2 prix, grâce surtout au talent d'écriture de Julie. Merci, je voulais même vous inviter à nous en parler du Kamtchatka. J'aime beaucoup ce livre. On a encore le temps, là, c'est bon? Oh, oui. Juste de cette région, de ce confin-là. Alors, en fait, moi, je m'intéresse à tous les noms en A, vous voyez, Annapurna, Kamtchatka, Alabama, Alaska. Non, je plaisante. En tout cas, il y a un lien entre l'Alaska et le Kamtchatka, un lien très, très fort. L'Alaska est le 49e État des États-Unis d'Amérique. On l'appelle la dernière frontière. C'est vraiment, pour les Américains, les États-Uniens, leur contrée sauvage, leur paradis sauvage, avec 100 000 ours, etc. Et le Kamtchatka, pour les Russes, est aussi leur dernier sanctuaire sauvage. En fait, les Russes sont arrivés en 1648 sur le détroit de Bering, alors qu'ils étaient partis au mi-temps du XVIe siècle de l'Oural. Donc, ils ont mis moins d'1 siècle à atteindre le détroit de Bering. Ils ont mis 50 ans de plus à atteindre le Kamtchatka, voilà, qui est moins à l'est. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est une péninsule très montagneuse. C'est une péninsule qui fait plus de 1200 km de long, qui est bordée par 2 mers impétueuses, la mer de Okhotsk et la mer de Bering, qui ont des vagues courtes, qui sont des mers dangereuses. C'est une péninsule dans laquelle il n'y a qu'un seul havre naturel, c'est la baie de Petropavlovsk-Kamchatski, la baie d'Avacha.
Et donc, cette péninsule a un imaginaire très fort, d'autant qu'encore aujourd'hui, il n'y a pas de route d'accès au Kamtchatka. Le transsibérien ne va pas au Kamtchatka. Il n'y a aucune route. On y accède par avion. Et puis, si on veut y accéder à pied, alors là c'est une sacrée partie de plaisir, je peux vous le dire, parce que nous avons passé 4 mois à marcher, et en 4 mois de marche, nous n'avons pas réussi à traverser plus du tiers de la péninsule. Donc c'est une contrée montagneuse avec des volcans actifs. Il y a 28 volcans actifs, il y a des centaines de volcans éteints, il y a des fonds de vallée extrêmement couverts de végétation, donc très très difficile à franchir. Il y a moins d'ours qu'en Alaska, mais ils sont très présents, c'est-à-dire qu'il faut être aveugle pour ne pas voir les ours au Kamtchatka. Et le lien entre les deux, c'est ça, il y a un imaginaire fort sur ces deux régions. En plus, elles se font face, puisqu'elles sont séparées par l'archipel du Commandeur, côté russe, et l'archipel aléoutien, des îles aléoutiennes, côté Alaska. Mais voilà, deux régions qui m'ont beaucoup fasciné, tout simplement parce qu'aussi ce sont des régions où il y a encore une absence très forte de routes. Il y a des populations autochtones et il y a encore une faune et une flore très développées. Voilà. 2 petites questions qui restent justement sur la faune et la flore. Parlez-nous de l'ours et du loup. Je crois que c'est dans l'ivresse de la marche que vous dites que l'homme, le loup et l'ours sont les 3 seuls animaux. Ils ont une particularité dans leur manière de parcourir le monde. Oui, alors d'abord, ce qui est intéressant à l'ours et au loup, c'est que ce sont des espèces périarctiques. Du fait de la dérive des continents, il y a une grande différence entre un singe de Madagascar, un lémurien, ou un singe d'Afrique et un singe d'Amérique du Sud. Lorsque vous voyagez dans l'hémisphère nord, si vous identifiez une espèce, faune, flore, eh bien pratiquement vous l'identifiez pour tout l'hémisphère nord, pour toute l'Eurasie, pour toute l'Amérique du Nord. Par exemple, l'ours des Pyrénées est de la même espèce, ou était, parce qu'il n'en reste plus guère, que Ursus arctos, l'ours du Canada, l'ours brun du Canada, ou l'ours brun du Kamtchatka. Donc, ce qu'il y a d'intéressant dans l'hémisphère nord, c'est que quand vous identifiez une espèce, ça va vous servir. Les plantes que vous connaissez au Canada, eh bien, vous les retrouvez dans les Alpes. Ce n'est pas les mêmes sous-espèces, mais vous les retrouvez dans les Alpes à 2000 mètres d'altitude. Alors, il y a ce continuum, cet immense territoire, juste séparé par le détroit de Bering, que constitue l'Eurasie et le nord de l'Amérique du Nord. Et dans cet immense espace, il y a des espèces phares qui sont omniprésentes. L'ours, alors l'ours blanc, l'ours noir est présent seulement dans le continent américain, et l'ours brun, bien sûr. Et puis, il y a le loup, qui est un animal aussi périarctique. Donc, effectivement, ces espèces ont une influence très importante parce qu'elles ont toujours suscité un grand respect, une forme de peur. On sait très bien que dans tous les mythes sibériens, et même en Alaska, on ne dit pas « je vais chasser l'ours ». Parce que l'ours est omniscient, l'ours entend, etc. Si on dit « je vais chasser l'ours », l'ours est prévenu, vous ne l'aurez jamais, l'ours. Donc, va-t-on dire ? On va dire « je vais m'occuper du grand-père poilu ». Je vais rendre visite au gars dans la tanière. Enfin, voilà, on trouve des métaphores pour parler de l'ours. Tous les Slaves et même les Hongrois disent Miedvied, celui qui mange le miel. Ils ne disent pas l'ours, ils disent celui qui mange le miel. Donc c'est un animal très puissant. Il y avait des rituels très importants, notamment chez les Nifres de Sakhaline, mais même ailleurs. Moi, j'ai assisté à un potlatch autour de l'ours. Des rituels très puissants où, lorsqu'on avait tué un ours, eh bien, il fallait prendre soin de sa dépouille, prendre soin de son crâne, prendre soin de ses yeux et restituer même une partie de sa dépouille à la taïga, à la montagne, de façon à ce qu'il se donne à nouveau, parce que ce sont des animaux puissants. Le loup a aussi beaucoup joué dans les mythes, peut-être un peu moins. Le loup est moins puissant que l'ours, mais il y a énormément aussi de rituels. On ne peut pas chasser un loup comme ça. Et puis le loup comme l'ours, ce sont des animaux extrêmement intelligents. Ce sont des animaux qui utilisent très très bien le terrain, comme l'homme dans ces contrées. Moi, il m'est très souvent arrivé, et c'est peut-être à ça que vous faites allusion, de marcher littéralement dans les pas des loups ou des ours, parce que lorsque on est dans une rivière, qu'on ne connaît pas les bras morts, etc., il suffit de suivre les traces des animaux et on sait quel va être le plus court, on sait comment éviter les marécages, etc. Je vais vous montrer une photo d'une piste d'ours en Alaska. Voilà une piste d'ours en Alaska. Pendant des siècles et des siècles, à droite, les ours sont passés au même endroit, entre 2 cols, et donc ils ont creusé la piste. Il n'y a aucun homme qui vit là, c'est une piste d'ours. Donc il y a une intelligence animale, et cette intelligence animale est particulièrement vive chez les ours et les loups. Alors le problème de l'ours, c'est qu'il est parfois un peu comme notre
notre camarade, parfois un peu teigneux, parfois un peu acerbe, ironique. Et il y a toujours un ours qui a un peu mal aux dents, etc. Donc si vous tombez sur celui-là, vous pouvez être chargé. Mais voilà, moi j'ai rencontré 250 ours dans ma vie, à ce jour. Bravo. Et je voulais vous interroger aussi sur cette collection, La petite philosophie du voyage, qui est assez particulière. Quel est son esprit? Voilà. Alors, cette collection a été créée en octobre 2008. À l'origine, je voulais demander aux auteurs avec lesquels j'avais travaillé de faire une déclaration d'amour à telle forme de voyage, à tel sujet. Et puis, alors, ça serait appelé Par amour d'eux. Mais en fait, on a appelé ça Petite philosophie du voyage. À chaque fois, donc, on fait appel à quelqu'un qui a une expérience spécifique du voyage pour parler de cette expérience, essayer de réfléchir sur ce qu'elle a de spécifique. Donc, on a 4 domaines. Un domaine qui est les pratiques sportives. Alors, il y a le kayak, le canoë, l'alpinisme, la marche. Il y a un autre domaine qui est la réflexion générale sur le voyage, la photographie, l'écriture en voyage, les motivations du voyageur, l'escale en voyage. Un troisième domaine qui est un domaine plus sur la nature, la steppe, le désert, la forêt. Et un quatrième domaine qui est plus patrimonial sur l'opéra, le jazz, le tango, etc. Voilà, donc l'idée, c'est que quelqu'un qui a une expérience forte arrive à la fois à cerner son expérience et en parle en disant ce qu'elle a de spécifique, en livrant des réflexions, bien sûr illustrées par des anecdotes, mais surtout en livrant de vraies réflexions. Qu'apporte la marche? Quelle joie a-t-on, par exemple, à traverser une région entière, un pays entier, à la seule force de ses mollets? Quelle disponibilité, quelle réceptivité a-t-on lorsqu'on marche? Quel est le chemin? Quelle est la nature du chemin? Comment réfléchissons sur le chemin? L'imaginaire cartographique, géographique. Voilà, c'est ce que j'essaie d'aborder là-dedans. Et dans ces 40 petits livres qui ont connu 27 rééditions, bon là c'est la 6e édition, et on a 10 traductions en italien, et bien dans ces 40 petits livres, j'ai demandé aux auteurs, effectivement, dans un format très court, 96 pages, 92 000 signes seulement, de livrer la quintessence de leur expérience d'un sujet. Merci. Est-ce que quelqu'un aurait des questions à poser à nos chers auteurs-éditeurs? Non. N'hésitez pas. Hésitez. Je voulais presque... Julien, tu aurais presque conclure en lisant un de vos textes, à moins que vous vouliez le faire. Non. C'est la fin de l'ivresse du voyage. Lecteur, j'aimerais que tu ne retiennes qu'une chose au terme de ces lignes, que ni la gloire, ni la recherche de l'exploit, ni le dépit ne t'animent, mais seulement le désir de voyager. Ne crains rien, ni l'abandon des tiens, ni celui de ta vie présente, ni ce que te réservent les lendemains de route. Endosse ton sac et trace ton propre chemin, fût-il d'un jour, d'une semaine, d'un mois ou d'une vie. Tu feras de l'amitié de fortune ta provende et de la nature ton amante. Ainsi, quand la pluie du ciel te deviendra aussi douce que de l'eau de source, le bruit de l'orage précieux comme le grondement des cascades, quand la valse des floraisons et des saisons t'emportera, quand le chaud et le froid te seront indifférents, que tu appelleras la bise ou l'armatan pour qu'il t'instille le goût du dépassement, que tu espéreras la neige pour qu'elle ranime en toi l'aspiration à la pureté et les sables pour qu'ils polissent ton dépouillement, tu connaîtras l'ivresse de la marche, une ivresse qui ne nuit jamais, une ivresse qui ne passe pas. Vous avez écrit ça dans la vallée d'or des Hautes-Pyrénées, que je connais très bien, je le découvre juste. Oui, chaque petit livre est signé, il y a toujours le livre aussi de rédaction. Ah oui. Voilà. Je vous remercie de cet entretien, d'être venu. Voilà. Merci Messieurs, dames, si vous voulez échanger avec les auteurs.